Bonjour les lecteurs, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle semaine de lecture avec moi. Écoutez, d'habitude je commence toujours par un book haul de ce que j'ai acheté dans la semaine. Là, on arrive à fin du mois, je n'achète plus rien et on ne me prête également plus rien parce qu'on m'en a déjà suffisamment prêté. Donc on va passer sur ce point-là, il n'y aura pas de book haul pour cette semaine. Donc on commence directement par le point sur ma pile à lire. Donc sur le mois, j'ai 8 livres et j'en ai lu 5 sur 8 pour le moment, ce qui est vraiment pas mal. Au total, sur cette semaine de lecture, j'ai lu 2 livres qui figuraient dans ma pile à lire du mois, dont un qui fait partie de mon challenge du printemps. J'ai lu enfin le livre que je n'avais pas réussi à lire qui figurait dans ma pile à lire du mois précédent. Et j'ai également lu un des derniers livres que j'ai acheté. En termes de statistiques, pour les genres, on est sur 25% de dystopie, 25% de fantasy et 50% de romance. Alors oui, cette semaine, j'ai lu plus de romances que les autres semaines dans le mois. Et je vous avoue que ça m'a fait du bien, je trouve ça reposant en fait. On est donc parti pour ce que j'ai lu cette semaine et ce que j'en ai pensé. Donc en premier, j'ai lu Carnage, qui est le tome 1 de chez Caro, qui est sorti chez Contredire. On est sur de la dark romance, donc attention, public majeur et averti. C'est un livre qu'on m'avait conseillé, que j'ai trouvé d'occasion sur Vinted. J'ai trouvé les 2 tomes en très bon état. Neuf, il est à 23 €, ce qui est relativement cher quand même. Et il fait un peu plus de 500 pages. Je vous avoue être un petit peu perplexe face à ma lecture. Je ne sais pas si j'ai aimé ou pas. J'ai trouvé les personnages absolument horribles, que ce soit la famille de la protagoniste principale ou le love interest. Je les trouve vraiment à gerber. Voilà. Je ne sais absolument pas à quoi m'attendre du tome 2. Je pense le lire prochainement parce que il me faut la fin de cette duologie. On est sur quelque chose de très malsain, de très complexe aussi. J'aime bien le personnage principal, je la trouve vraiment attachante. Quand bien même elle a ce problème de dépendance affective, ça se comprend, étant donné le milieu dans lequel elle évolue, et elle a évolué. Pour autant, il y a certains agissements qu'elle cautionne que je ne comprends pas, où vraiment je reste... genre outrée. Pour le speech, on est sur une petite nana qui vient d'une famille très aisée, qui a beaucoup de moyens et qui est également très connue parce qu'elle est influenceuse, elle a des millions d'abonnés. Et en fait, pour que la richesse de sa famille prospère, ses parents veulent qu'elle se mette en couple avec un homme qui lui aussi est richissime, étant donné que c'est le fils du vice-président. Donc bien évidemment, ça commence quand même sur quelque chose d'assez malsain en termes de famille. Ses parents ne la voient que pour ce qu'elle peut leur apporter à eux en termes de finances et ils se fichent clairement de son bien-être. Son fiancé du coup est absolument exécrable et elle vient à découvrir qu'un projet est en cours. Donc un projet où son père et son frère dirigent un petit peu les opérations. Bien évidemment, son fiancé fait partie de tout ce complot. En parallèle, elle fait la rencontre de la personne qu'on appelle le purgeur. C'est une personne qui est redoutée, qui est très craint, on va dire, dans la ville, tout simplement parce que on sait que c'est un chef de gang qui a la gâchette facile. De même, ce personnage, on ne le connaît pas, personne ne sait à quoi il ressemble, car il est constamment masqué. Donc elle fait la rencontre de ce type-là, et finalement... il est aussi exécrable que les autres. J'ai quand même eu un petit peu d'espoir, on va dire, mais finalement à la fin, je me suis dit non, c'est vraiment une pourriture quoi. Je trouve que cette dark romance, elle montre à quel point que ce soit les riches ou les pauvres peuvent être horribles. Qu'en fait ça ne dépend pas de sa situation financière, que l'humain ne réside pas en chacun d'entre nous et que ça, peu importe le statut social que l'on a, on est très bien capable d'être aussi horrible que ça et malsain, sanguinaire et tout ce que vous voulez. Alors bien évidemment, j'ai hâte de voir le tome 2 pour me faire un véritable avis sur cette duologie et sur les points qui sont abordés là-dedans. Parce que comme je vous l'ai dit au début, je suis encore assez perplexe face à cette histoire. Je ne sais pas si j'apprécie ou pas ce qu'on nous propose là.
En tout cas, il m'a fallu 2 jours pour lire ce livre, donc je vous avoue que les 500 pages, je ne les ai pas vues passer. Ça montre bien que ça se lit de manière très fluide. En tout cas, la plume de chez Caro, elle est impeccable. Mais ça, c'est généralement le cas pour les éditions Contredire. Personnellement, j'ai jamais eu de gros problèmes de lecture avec ce qu'ils nous sortent. Pour autant, je n'aime pas forcément tous leurs livres, mais pour le coup, celui-ci, je ne me prononce pas encore à 100%. Ensuite, j'avais besoin d'un peu de légèreté, parce que j'ai enchaîné l'horreur, j'ai enchaîné avec du thriller, j'ai enchaîné avec de la dark romance. Donc là, je suis partie sur un de mes derniers achats, qui est donc une romance, Double Pucked de Lauren Blakely, qui est sorti chez Chatterley pour 18,95 €. Celui-ci fait à peine 500 pages. Donc écoutez, je me suis dit qu'il était temps que je le lise, j'avais très très hâte de le découvrir. Alors vous savez, je l'ai reçu en service de presse audio, mais ça ne l'a pas du tout fait avec moi dès le premier chapitre. Je ne peux pas écouter un livre audio si la voix masculine est en fait la même voix que la narratrice, mais un peu modifiée. Ça m'a insupporté, je ne peux pas. Donc je l'ai acheté et j'ai adoré. Ça a été un 5 sur 5. C'est pour vous dire quand même à quel point j'ai aimé ce livre. Alors ce n'est pas un coup de cœur, mais je l'ai trouvé addictif. J'ai adoré ce temps passé avec les personnages. C'était spicy, c'était plein de tension, c'était revigorant, très drôle aussi. Et on est sur un harem inversé. Personnellement, j'adore ça. Dans cette histoire, on va suivre Trina, qui vient d'apprendre qu'elle s'est fait tromper par son mec actuel, et donc qui décide de se venger. Son mec étant un grand fan de hockey, il avait gagné des places en fait pour un match et pour une rencontre VIP avec ses 2 joueurs favoris. Elle lui vole et elle va y aller à sa place. Donc elle fait la rencontre de ces 2 joueurs de hockey et là, écoutez, notre fameuse histoire très spicy commence. J'ai adoré le lien que Riker et Chase ont entre eux, donc les 2 protagonistes masculins. J'ai trouvé que c'était vraiment solide, avec une loyauté absolument divine. Ce sont tous les 2 des green flags absolus, quand bien même ils n'ont absolument pas la même personnalité. Ils sont même un peu aux opposés quelque part, parce qu'on a le mec ultra renfermé, très taciturne, et qui fuit un petit peu les rencontres avec les fans, qui fuit les réseaux sociaux, etc. Et d'un autre côté, on a le mec qui lui est ultra extraverti, qui a envie de voir tout le monde, qui est tout sourire, qui fait des blagues à tout va. Bref, rien à voir. Donc c'était très sympa. Je trouve que les personnages étaient très bien construits aussi. On parle également un petit peu des liens familiaux. Ça, c'est en parallèle, donc pas ce qui prime, on va dire, sur l'histoire, mais qui pour autant, moi, m'a beaucoup plu, parce que comment assumer qu'on est dans une relation avec 2 hommes, ça semble assez complexe, mine de rien. Donc ouais, c'était très très sympa, et celui-là, je le recommande à 100% aux personnes qui sont fans de romance, et qui aiment les harems inversés, et ce qui est très spicy. Du jeudi au vendredi, j'ai enfin sorti le tome 1, Belladonna, de Adaline Grace. Je vous avoue que je vais m'arrêter à ce premier tome. Je ne vais pas lire la suite, tout simplement parce que je trouve qu'il se suffit à lui-même. On est sur une sortie de chez De Saxus pour 18,90 € en format broché, mais je sais qu'ils sont sortis en poche. Et il fait 435 pages. Donc écoutez, ça s'est lu très facilement, j'ai bien aimé, mais j'ai pas trouvé ça non plus révolutionnaire. Ici, on va suivre le personnage de Signa qui a 19 ans et qui est orpheline depuis bébé. Donc elle passe de famille en famille parce qu'en fait, à chaque fois qu'elle arrive chez quelqu'un, donc chez un tuteur ou une tutrice, il vient à décéder. Signa, elle a une particularité, c'est qu'elle arrive à voir l'ange de la mort et les esprits. Donc l'ange de la mort, c'est la faucheuse, donc la personne qui vient faucher les âmes des mortels. Et à cause de ce don, quelque part, elle pense être maudite, et donc qu'en fait, à chaque fois qu'elle va arriver dans une famille, ces personnes-là vont décéder. En fait, j'ai trouvé ça original au début de ma lecture, un petit peu moins au milieu, et puis la fin, je l'ai trouvé un petit peu lambda. Je m'attendais, je pense, à quelque chose d'autre, à quelque chose d'un petit peu plus sensationnel, avec une sorte de cliffhanger, vous voyez, pour enchaîner sur le tome 2. Mais finalement,
comme je le disais, la fin se suffit à elle-même, c'est-à-dire que on a une conclusion à toute l'enquête qu'on a tout au long du livre, parce que oui, elle arrive chez donc son dernier tuteur, et elle se rend compte que quelque chose de bizarre a lieu dans cette maison. Donc elle décide d'enquêter par elle-même avec l'aide de l'ange de la mort, et évidemment des esprits. Alors bien évidemment, on a des péripéties, des rebondissements, c'est assez rythmé comme lecture, mais j'irai pas jusqu'à dire qu'on est sur quelque chose de haletant. À mon sens, c'est une sorte de dark fantasy jeunesse, donc young adulte peut-être plus. J'ai un peu de mal aussi avec tout ce qui est enquête, j'en lis pas mal, donc au final, je trouve que ça se répète beaucoup, que le cheminement en fait vers le point final et donc la révélation est toujours relativement la même chose. Donc ça commence à me lasser. Et j'ai un peu ressenti ce truc-là dans ce livre, d'où le fait que je ne continuerai pas, parce que je pense que les autres tomes, ce seront également des enquêtes différentes, certes, mais des enquêtes quand même. Et ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse plus que ça dans une fantaisie. Moi, une fantaisie, je veux de la magie, je veux du merveilleux, je veux quelque chose qui me sort complètement de ma zone de confort. Et certes, on l'a un minimum avec la vibe un peu paranormale dans ce bouquin, mais ça s'arrête là. Au-delà de ça, je trouve qu'on reste beaucoup ancré sur cette enquête et qu'on ne va pas plus loin dans le paranormal, chose qui moi m'intéressait de base avec ce bouquin. Et enfin, le week-end, j'ai lu Wilder Girls de Rory Power. Je ne l'ai plus avec moi tout simplement parce que je l'ai vendu. Oui, ça a été une grosse déception. Je ne m'attendais absolument pas à ça. Il faut savoir que dans ma tête déjà, on était sur du thriller. Et alors, en fait, pas du tout. On est sur une dystopie. Une dystopie un peu horrifique, jeunesse, qui ne l'a pas du tout fait avec moi. J'ai trouvé que les personnages étaient pas assez construits, que c'était un peu brouillon, assez ennuyeux aussi par moments, alors qu'on aurait pu développer des points ultra importants. Et je me pose toujours des questions sur des sujets qui n'ont pas été abordés finalement dans ce livre. Je suis contente de l'avoir lu parce qu'il figurait dans mon challenge du printemps. Mais à côté de ça, je vous avoue que ça a été quand même long comme lecture. Quand bien même je l'ai lu en 2 jours, j'ai trouvé ces 2 jours très longs avec ce livre. On va suivre ici 3 personnages, notamment la personnage vraiment phare. On va dire qu'on va suivre 70% du bouquin. On a ces 2 amies, dont une qu'on va suivre pour les 30%, et l'autre dont on n'a pas le point de vue direct, mais qu'on suit, mine de rien, au travers des 2 autres protagonistes. Ces 3 filles sont cloîtrées, clairement, sur une île, et notamment dans une école. Dans cette école sont mises en quarantaine des dizaines et des dizaines de filles. On a une directrice, ainsi que des professeurs, et cette mise en quarantaine a été établie suite à une infection. Un virus qui s'est développé, qu'on appelle la tox, et qui va provoquer des changements physiques sur ces filles, mais de manière totalement aléatoire. On ne sait absolument pas à l'avance qu'est-ce qu'on aura. Ça peut être des écailles, ça peut être une poussée osseuse incongrue, ça peut être plein de choses différentes, et il n'y a aucun remède qui est mis en place. Donc en attendant d'en trouver un, elles sont mises en quarantaine. Chaque semaine, à peu près, elles reçoivent des vivres pour pouvoir survivre, parce que c'est quand même assez complexe de vivre dans une école avec absolument rien et sans autorisation de sortie. Alors bien sûr, elles ont accès à une sorte de parc, sauf qu'en fait, elles découvrent que toute l'île est infestée, dont la végétation et les animaux. Donc, aucune possibilité de chasser, parce que ces animaux, eux, dès qu'ils contractent cette maladie, ils deviennent des sortes d'animaux en putréfaction, ce qui est dégueulasse, soit dit en passant. Donc l'île devient extrêmement dangereuse. Sauf que pour aller chercher les vivres, parce que non, bien sûr, elles ne se font pas livrer à domicile, on a toute une équipe de ravitaillement, donc elles sont que 3 ou 4 à aller chercher du coup à tel endroit, donc sur la côte, les vivres. Et donc notre protagoniste va être sélectionné pour faire partie de cette troupe. À partir de là, on a des révélations, des rebondissements,
sur ce qu'est la maladie, sur comment ils essaient de les sauver, s'il y a un remède, etc. Et c'est le passage que j'ai trouvé extrêmement long, parce que finalement, on n'a que très peu de réponses, et j'ai pas trouvé ça fou. Pour de la jeunesse, pourquoi pas? Pour moi, non merci. J'en ai déjà lu, j'ai déjà vu ce type de dystopie, ça ne le fait pas forcément avec moi, donc je vous avoue que j'ai été très déçue, et déjà, je m'attendais pas du tout à ça de base, étant donné que je pensais que c'était un thriller quand même. Et alors le pire, je pense, dans cette lecture, c'est la fin. C'est la fin, tout simplement parce que la fin est en fait le début de l'histoire. Et ça m'a tellement frustrée. J'étais dégoûtée en fait face à ces dernières pages. Je me suis dit non mais ça peut pas se finir comme ça. L'histoire ne fait que commencer maintenant, finalement. Donc ouais, vous l'aurez compris, très déçue. C'est tout pour mes lectures de la semaine. Nous passons maintenant aux sorties de la semaine prochaine. Le 29, nous avons la sortie de Blanc dans Noir de Eva Sorn. C'est celle qui a écrit la duologie Strong que j'aimerais énormément lire mais que je n'ai pas. Il me semble que c'est le préquel, ou en tout cas une sorte de préquel à cette duologie, et que c'est également une dark romance. Le même jour, nous avons la sortie de Black Sword, qui est un tome 1 de Anatrice, donc réécriture de La Belle et la Bête, version dark romance. Apparemment c'est très sombre, de gros trigger warning, donc faites très attention à vous, interdit aux moins de 18 ans bien évidemment. On est sur l'histoire d'une jeune femme qui va se faire acheter, si on veut, par son oncle adoptif. Il n'y a pas de lien de sang entre eux, et visiblement, je pense que ça risque d'être tendu entre les deux. Le 30, nous avons la sortie À l'Ouest du Mal, qui est un tome 1 également de Nikki Synchro, donc celle qui a écrit la saga des Cruels Garçons Perdus. Donc là, on est sur une réécriture du Magicien d'Oz, très originale parce que je n'en ai jamais lu pour le coup, et je pense l'acheter parce que j'aime beaucoup ce que nous écrit Nikki Synchro. C'est très spicy par contre, faites attention aussi au trigger warning. On est sur de la fantasy, mais très spicy. Hein. Je sais que personnellement, ça ne me dérange pas, mais j'ai conscience que certaines personnes n'aiment pas forcément ça, et tant mieux, il en faut pour tout le monde. Je ne sais pas encore combien de pages fait ce livre-ci, je n'en ai aucune idée par rapport au prix, parce que je sais que Les Cruels Garçons Perdus étaient très petits pour le prix, donc ça valait pas forcément le coup. Donc j'attends de voir quand même en librairie si je me tente à cette saga ou pas. C'est donc tout pour cette semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine. En attendant, je vous fais plein de bisous et à tout bientôt.